revenir à la source et à l'origine de mon envie d'écrire ce livre, elle vient de cette douleur face aux injustices et en même temps de ces promesses de liberté que nous font tous les politiques et en même temps de leur inefficacité à pouvoir répondre au bonheur et au progrès de l'humanité. Et devant ce constat, je me suis posé des questions. Comment améliorer notre situation démocratique, puisqu'en fait, la liberté est un concept de la démocratie. Et j'ai fait des recherches et je me suis aperçue que peut-être n'ai-je pas encore assez cherché, mais je n'ai pas trouvé de philosophes et d'auteurs qui allaient rechercher les conditions constitutives de la démocratie. On parle du courage politique. Dans le cas des inégalités de chance, est-ce que c'est une problématique qui s'adresse plutôt aux députés qui votent la loi ou à l'exécutif qui la propose? Moi, je vois ça dans un sens encore beaucoup plus large que ça. Donc, pour moi, la responsabilité politique, elle n'appartient pas qu'à nos représentants politiques. Elle appartient à tout un chacun. Je veux en fait responsabiliser la population par rapport aux libertés de droit qui lui a été octroyé. Je veux rendre responsable chacun à sa mesure, bien entendu, des libertés et des droits qui lui ont été accordés. Je pense que c'est extrêmement important de responsabiliser chacun parce que on est tous détenteurs d'une petite parcelle du pouvoir du peuple, puisque la démocratie, c'est ça, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Et la représentation qui a été faite, puisqu'on a des représentants légaux qui sont censés représenter le peuple, ne nous dépossède pas non plus de notre responsabilité face aux inégalités. C'est mon point de vue en tout cas, Jacques. Alors, dans la démocratie, il y a des critères de démocratie. Parmi ces critères qui composent la démocratie, quel rôle particulier jouerait la liberté d'expression? Quant à la liberté d'expression, pour moi, c'est la clé de voûte de nos libertés. Parce que si on n'a plus cette liberté d'expression, on n'a plus la possibilité de réclamer toutes nos autres libertés. D'ailleurs, que nous reste-t-il sans liberté d'expression? Est-ce qu'on a encore le droit de faire de l'art? Est-ce qu'on peut encore aimer si on ne peut plus exprimer notre amour? Si on ne peut plus savoir qu'on est aimé en retour? Donc, c'est vrai que et Diogène le disait déjà, la plus belle des choses, c'est la liberté d'expression. Et c'est absolument, pour moi, c'est absolument vrai. C'est la clé de voûte du vivre libre ensemble, qui est mon idéal. Alors, parmi les concepts que vous développez dans votre ouvrage, on parle de l'équité. Et en abordant cette notion, on peut s'interroger, quelle différence émerge par rapport à l'égalité? Ben, l'égalité, c'est justement d'avoir exactement les mêmes droits que les autres quand on parle d'égalité de droits. Et donc, l'équité, l'équité est là justement pour rattraper des discriminations ou des handicaps qui, pour moi, seraient indépendants de notre volonté. En effet, si vous naissez pauvre, ce n'est absolument pas votre responsabilité. Et je considère que c'est absolument un devoir de l'État de pouvoir vous aider et de réduire ces discriminations de manière à ce que vous ayez la possibilité d'exercer vos droits. Pareil, si vous naissez noir de peau,
Je suis consciente que il y a des comportements racistes dans notre société et je le réprouve complètement. Cela étant, je mets une restriction à cette possibilité de jouer sur l'équité que Tocqueville appelait l'égalité des chances. Et si vous vous autodiscriminez vous-même, est-ce qu'il y a lieu de faire jouer l'équité? C'est une question que je pose aussi à mes lecteurs et je leur laisse libre conscience d'y répondre. Dans la laïcité, on voit en particulier que la laïcité et la neutralité d'État sont mal définies. Quelles sont les interactions finalement entre laïcité, égalité, liberté d'expression? On se rend compte quand on lit la Constitution française, notamment dans son article 1, en disant que la République est démocratique et laïque, on ne trouve pas de définition de la laïcité. Moi, ça m'inquiète beaucoup parce que certains l'interprètent après de façon restrictive. Lorsque vous prenez la loi de 1905 sur la séparation de l'État, vous ne trouverez nulle part le mot laïcité. Et c'est très inquiétant, ça fragilise très très fort cette notion de laïcité qui, pour moi, repose sur trois piliers. Pour moi, la laïcité, c'est la garantie du libre exercice de son culte, d'en changer, de ne pas en avoir. C'est l'égalité devant la loi aussi, sans discrimination, sans avantage de l'État à une croyance particulière. C'est la neutralité, c'est-à-dire qu'aucun agent de l'État ne peut vous imposer sa croyance ou ne peut vous discriminer en fonction de votre croyance. Et troisième pilier, la séparation des croyances et de l'État. Donc, pas de culte officiel, pas de salariat du clergé. Donc, pour moi, ce sont les trois piliers de la laïcité. Et lorsque vous prenez aussi les conditions de la démocratie, vous voyez aussi que les plus grands penseurs comme Montesquieu et Tocqueville ont bien identifié l'égalité des conditions également pour Tocqueville comme condition fondamentale de la démocratie. Donc, si vous voulez traiter de façon tout à fait égale différents croyants et non-croyants, ce qui est aussi indispensable pour l'exercice de la laïcité, vous devez appliquer cette égalité. Donc, j'ai conçu un schéma qui n'avait jamais été créé auparavant, c'est-à-dire que vous avez un cercle, le plus grand cercle, c'est la démocratie. À l'intérieur, vous avez l'égalité et à l'intérieur de cette égalité, vous avez la laïcité. Et donc, pour moi, la laïcité, ce n'est pas un accident historique français, c'est une condition que doit remplir toute démocratie pour pouvoir traiter de façon égalitaire les différents croyants et la non-croyance. Alors, on va terminer par votre concept d'égalitariat, parce que vous écrivez, votre éditeur plus exactement écrit, l'égalitariat, c'est la solution au problème des féminismes. Alors, il faudrait que vous nous expliquiez ce superbe concept que nous ne connaissions pas encore. Faisons le constat que l'égalité de droit n'est pas réalisée dans les faits. Il suffit de se promener dans la rue, il suffit d'ouvrir les yeux pour se rendre compte de toutes les injustices qui existent et qui touchent plus particulièrement les femmes, puisque d'après les travaux de l'OCDE notamment, on se rend compte que c'est la catégorie de personnes qui est la plus discriminée sur notre planète. Donc, même dans les pays riches. Et donc, en même temps, je considère que la guerre des sexes serait complètement stérile et tout à fait contre-productive, puisque je me rends compte également
que certaines néo-féministes ne défendent plus l'émancipation des femmes. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé ce concept d'égalitariat, ni matriarcat ni patriarcat. Je suis consciente également que sans les hommes qui ont voté pour le droit de vote des femmes, les femmes aujourd'hui n'auraient pas ces droits. Donc, pour moi, c'est donc ni matriarcat ni patriarcat, c'est vivre libre ensemble plutôt que de vivre ensemble, parce que si c'est pour vivre ensemble mais soumis et enchaîné, je ne vois pas l'intérêt ni le progrès pour l'humanité, et ni privilège ni discrimination, et une liberté qui ne nuit pas à autrui. Je pense que la liberté totale et exacerbée a déjà fait suffisamment de dégâts par une exacerbation de l'individualisme. Marianne, merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage sociétal, juridique et politique qui n'est ni patriarcat ni matriarcat et qui peut-être suggère un renouveau d'humanité à co-construire ensemble.